Nous sommes le mercredi, il est 11h et les adeptes du Club La Presse sont déjà prêts. Ceux qui nous écoutent ici à Lomé, à Neho, à Sokodé, à Bassar, à Niantougou, à Dapon et un peu partout dans le monde sur les 5 continents grâce aux radios numériques et bonne radio, Radio Gameli, sans oublier naturellement l'application Canal FM. Votre bienveillante écoute et vos réactions nous confortent et nous réconfortent. Michel Vitogwe Tomega et Géraud Dakoucha aux différentes consoles techniques. Premier invité dans ce studio, Gadiel Tonyadji, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs et auditrices. Eh bien, nous sommes tous aujourd'hui juilletistes. Pour dire que nous entamons le 7e mois de l'année 2020. Nous sommes le 1er juillet aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, avec ce premier semestre de cette année 2020 et toutes les émotions, tout le malheur qui a frappé le monde entier, nous rentrons dans le second semestre de l'année 2020. Nous avons espoir que Dieu va nous accorder une nouvelle saison pour cette deuxième partie de cette année. Donc le temps va vite, il n'y a pas longtemps, nous chantions tous qu'on était entré dans la nouvelle année et aujourd'hui c'est la deuxième moitié que nous entamons déjà. Qu'est-ce qu'on a fait durant les 6 mois passés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger la marche durant les 6 mois à venir? Fabrice Patom Pekezi, bonjour. Bonjour à toi, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, nous, je disais tantôt que nous sommes tous juilletistes aujourd'hui. L'occasion pour nous de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un qui est né 1er juillet. Il s'appelle Thierry Apaou. Il est au ministère de l'hydraulique villageoise à travers Thierry. Et à toutes celles et ceux qui sont nés le 1er juillet, vous êtes salués. Et c'est par la voix de Joachim Loco. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci. Au menu du Club La Presse de ce jour, nous allons partager les dernières informations relatives à la riposte à la Covid-19. Nous allons découvrir les grands titres de santé et éducation. Également, dans la revue de presse, nous allons relever que beaucoup de journaux sont revenus aujourd'hui sur la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo également. Les allégations de détournement au sein des sociétés publiques continuent à intéresser la presse. La pensée du jour, c'est Maxime Lagasse qui a écrit que le plus beau chemin est celui que tu crées chaque jour. Le plus beau chemin est celui que tu crées chaque jour. Joachim Loco, vous avez compris ça et au jour le jour, au fur et à mesure que votre journal paraît, surtout en ces temps de repos, vous partagez les dernières informations relatives à la Covid-19 et vous relevez que le week-end dernier, le Togo a enregistré pas moins de 51 contaminations, ce qui continue, ça veut dire que le virus est bel et bien là. Il va falloir que nous en tenions compte dans notre vie de tous les jours. Bien entendu, le virus est là. Loin de nous l'idée de croire que la fin ou bien la fin du couvre-feu signifie automatiquement la fin de la pandémie. Non, le virus est là, comme je voudrais paraphraser le professeur Iou qui disait que le mal est là et il faut craindre le pire si rien n'est fait. Si les gens se comportent ou bien les gens se comportent comme si ce virus-là n'est pas là, ils font du n'importe quoi, cela risque d'être préjudiciable. Cela risque d'être préjudiciable à nous tous. Donc, il faut observer scrupuleusement les mesures barrières, le lavage de mains
la distanciation et tout cela pour freiner la propagation de la maladie. Le mal est bien là, ici au Togo et un peu partout dans le monde. Fabrice, je ne sais pas si vous êtes au courant de tous les dégâts que ce virus-là fait un peu partout dans le monde. Au Brésil, aux États-Unis, où dans la journée d'hier, on a comptabilisé pas moins de 1600 morts en une seule journée. Et si nous voulons que notre pays soit à l'abri d'une telle hécatombe, encore une fois, un peu plus de discipline individuelle et collective dans le respect des mesures barrières. Oui, naturellement, je crois que vous avez bien choisi le mot. Il s'agit d'une discipline individuelle, même si au niveau de l'État, des mesures sont quand même prises pour essayer de canaliser les gens par rapport à la riposte qui est organisée. À un moment donné, il faut comprendre il faut que chacun joue le jeu pour que au finish on puisse s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un relâchement total au niveau de nos pays. On a l'impression qu'à un moment donné, il y avait tellement une peur bleue qu'aujourd'hui, les gens se disent que c'est vrai qu'il faut vivre avec ce virus, mais ça ne voudrait pas dire qu'il a perdu un peu de sa voracité. Il est encore là, et il faut faire avec lui, il faut vaquer à ses occupations, mais en se protégeant, comme on a l'habitude aussi de se protéger contre les autres maladies, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes au mois de juillet, cette histoire a commencé ici au mois de mars. Je ne sais pas dans quelle situation on pourrait être si on continue de dire aux gens de ne pas vaquer à leur occupation, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, parce que aujourd'hui l'économie est sérieusement atteinte. C'est vrai que l'humain, ça compte beaucoup dans la vie, il faut préserver les vies, mais aujourd'hui on a compris qu'il est possible quand même d'essayer de faire des activités, mais en se protégeant contre ce virus qui est toujours là. Merci. Faire les activités, venir à la radio, aller à la fonction publique, aller travailler dans son commerce, dans son entreprise, dans son champ. Nos enfants qui reprennent progressivement le chemin des écoles, nous sommes impatients de retourner prier dans nos temples, mosquées, églises et couvents. Tout cela passe par la discipline individuelle et collective, comme Santé Éducation nous le rappelle aujourd'hui. Gadiel, nous laver régulièrement les mains à l'eau, au savon, aux solutions hydroalcoolisées, porter les cache-nez et observer la distanciation sociale si nous sommes dans un groupe comme ici au studio. C'est tout à fait évident, parce que les confrères viennent de le dire, et je pense que tout le monde doit être dans cette dynamique. Le coronavirus est toujours là dans le monde, et quand on commence par lever un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, cela ne signifie pas que cette maladie n'est plus. Donc, aujourd'hui, il y a deux choses. Respecter les barrières externes, le lavage des mains, le port obligatoire du masque, la distanciation sociale. Et puis, il y a les barrières internes dont Santé Éducation est promoteur, c'est-à-dire faire des consommations spécifiques pour renforcer le système immunitaire. Donc, si on est dans cette dynamique, je pense que on est bien parti pour remporter la lutte contre ce virus. Eh bien, les barrières aussi bien externes qu'internes, c'est-à-dire le renforcement de notre immunité. Et vous nous les rappelez aujourd'hui, quand vous nous invitez à consommer les agrumes pour renforcer notre immunité, tout comme la consommation des aliments enrichis, toujours pour renforcer notre immunité. Gadiel? Oui, les agrumes, vous savez, les agrumes, aujourd'hui, on les a sur le marché. Mais il y a une recette à base de 3 agrumes: l'orange, le citron et le pamplemousse. La recette est dans l'article. Et puis, les aliments enrichis. Les aliments enrichis, c'est une stratégie que le Togo a adoptée pour lutter contre la malnutrition et renforcer le corps humain, pour donner la santé au corps humain. Les aliments enrichis, c'est des ajouts de vitamines à nos aliments de consommation locale pour lutter contre la malnutrition, comme je viens de le dire. Mais en période virale, en période d'épidémie virale, ces aliments enrichis sont bien indiqués pour renforcer le système immunitaire, parce qu'ils sont enrichis, gorgés de vitamines pour donner santé et renforcer le système immunitaire. Donc, c'est
c'est encore une information que Santé Éducation apporte et sur laquelle on met l'accent: la consommation des agrumes et la consommation des aliments enrichis pour renforcer le système immunitaire. Merci. La riposte à la Covid-19, c'est l'affaire de tous. L'État, bien sûr, mais nous, nos propres personnes individuellement, la société civile qui également est sur le terrain, cette société civile qui s'est signalée à l'opinion la semaine dernière, quand une coalition a rencontré la presse pour esquisser un bilan de la riposte et également émettre des propositions, des recommandations. Pour en parler, nous avons dans ce studio Dr Serge Michel Kodom. Bonjour. Bonjour Sas. Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Auditrices, et auditrices également, et à vous les journalistes ici présents. Merci, vous êtes le président de M-Afrique qui n'est plus à présenter, mais c'est dans l'union qu'on est plus fort, FORTS, et vous êtes mis ensemble un certain nombre d'associations, d'ONG. Vous avez rencontré la presse la semaine dernière. Comme je disais, vous avez esquissé un bilan de la riposte et vous avez émis des recommandations. Effectivement, au niveau de la société civile, nous sommes organisés depuis le début du mois d'avril, précisément le 8 avril. Une première réunion s'est tenue où les grandes fêtières, à savoir le Fonto, l'UNTO, la FENER, RR, et certaines organisations telles que M-Afrique, la GF2D et d'autres organisations, environ 300 organisations de la société civile, des associations ONG, on s'est retrouvés pour réfléchir et voir comment on peut ensemble, comme vous l'avez dit, lorsqu'on est ensemble, on est plus fort, soutenir les efforts du gouvernement parce que le gouvernement l'a dit, c'est la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 qui a le leadership sur la gestion donc de cette pandémie. Mais la population ne peut pas être en marge de cette dynamique. Donc nous sommes rencontrés et on a décidé de créer une coalition des forces vives contre la Covid-19. Donc c'est une coalition qui est vraiment axée sur la gestion de cette pandémie et peut-être nous le souhaitons un jour lorsque la Covid-19 va disparaître, donc cette coalition n'aura plus donc l'essence parce que elle est orientée, elle est organisée autour de cette pandémie. Donc c'est une organisation circonstancielle. Par rapport à la Covid-19. Donc nous avons défini les axes stratégiques. Pourquoi nous nous sommes organisés? C'est vraiment de réfléchir sur les mesures prises par le gouvernement parce que les bénéficiaires c'est la population. Nous sommes dans la population. Quel est le ressenti de la population vis-à-vis des mesures prises et donc nous avons voulu réfléchir sur toutes ces mesures, analyser ces mesures, voir les forces, les faiblesses de ces mesures et faire des propositions concrètes au gouvernement dans un plan d'action que nous avons donc envoyé au gouvernement et donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. La force de la riposte, c'est déjà bien, mais penchons-nous sur les faiblesses pour que la riposte soit plus conséquente. Entre autres faiblesses, vous déplorez que le gouvernement n'ait pas pu tenir compte de la société civile dans la coordination nationale. Oui, et ça a été formulé clairement parce que lorsqu'on voit la composition de l'équipe de coordination, c'est vrai, on peut citer entre autres les ordres. On a l'ordre des médecins par exemple, l'ordre des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, etc. Et d'aucuns diront que ils constituent aussi la société civile. Mais nous estimons au niveau de la société, au niveau de la coalition, que la société civile dont il est question, c'est ceux qui sont des acteurs de développement sur le terrain. C'est-à-dire l'ordre défend le droit des médecins. Mais par contre, lorsque vous prenez une organisation comme la GF2D, comme M-Afrique, comme IJD, sont des ONG qui sont sur le terrain, qui vont au contact avec la population, nous estimons que, connaissant très bien les réalités dans nos communes, dans nos villages, dans nos localités, il serait quand même important ou bien opportun
qu'on octroie 1 ou 2 places à cette société civile au niveau de cette instance de coordination, ce qui n'a pas été fait et nous l'avons déploré. Et lors de la conférence de presse pour statuer sur ce que nous avons vu durant les 3 mois, on a encore reformulé cette demande au gouvernement de revoir sa position vis-à-vis de la société civile, qui est pour nous marginalisée et que cette gestion n'est pas inclusive. Eh bien, autre force que vous souhaitez perpétuer, c'est le programme d'assistance mutuelle Novici qui était suspendu entre-temps. Je crois savoir que votre coalition a proposé, recommande plutôt que ce programme soit remis en selle. Et on peut dire quelque part que vous avez été écouté parce que ces derniers temps, on entend un peu ici et là que le gouvernement est en train de réajuster le programme Novici. Et puis, c'est cette signature d'accord hier par laquelle l'Agence française de développement octroie autour de 2 milliards de francs CFA pour soutenir le Togo dans le programme Novici. Effectivement, le programme Novici a été apprécié par les populations bénéficiaires. C'est ici l'occasion de dire qu'en réalité, ce programme n'a pas été possible à toute la population. C'était beaucoup plus la population de Grand Lomé et de Sokodé. Parce que là, nous avons mené une enquête justement au niveau de la coalition et nous avons constaté que justement à Kara, il y avait une équipe qui est partie à Kara et la population de Kara, effectivement, a déploré le fait que, effectivement, il y a toujours les populations vulnérables partout, mais ce programme, ce projet vraiment social n'a pas été pris en compte et elle souhaiterait vivement que le gouvernement revoie donc cette situation. Pour nous, ce que nous avons dit au niveau de la coalition, c'est que tant que il s'agira donc de soutenir les populations vulnérables, ceux qui sont directement touchés par le virus dans leur activité quotidienne, il faudrait que le gouvernement revoie et soutienne ces populations parce que certains n'ont pas vraiment les possibilités de joindre les deux bouts. Ceci dit, il y a 2 semaines, les mesures d'assouplissement se sont donc imposées à la population. Aujourd'hui, on recommande plus ou moins à la population de vaquer à ses occupations, mais nous estimons que malgré tout, il faut soutenir ceux qui sont vulnérables au Togo. Merci de Serge Kodom. Vous savez que vous avez écouté les commentaires des confrères tantôt. On sent un certain laisser-aller, une certaine désinvolture au sein de la population quant au respect des mesures barrières et de la distanciation sociale. Alors justement, vous, société civile qui êtes sur le terrain, est-ce que vous en êtes conscient? Si oui, qu'est-ce que vous appréhendez, qu'est-ce que vous envisagez pour que le maximum de Togolais se sentent concernés par le respect de ces mesures? Monsieur Sass, merci pour cette question. C'est vraiment une crainte, une peur. Monsieur Fabrice l'a dit. On risque de frôler la catastrophe parce que lorsqu'on voit seulement le comportement de la population aujourd'hui, on se demande si le virus existe seulement. On voit que les gens ont les cache-nez, c'est vrai, dans la rue, mais dans les grandes artères, mais une fois dans les quartiers, on laisse, et dans les bars, n'en parlons plus, on dirait que le virus est parti. Et lorsque vous voyez ce que l'OMS avait estimé par rapport aux conséquences qui peuvent être préjudiciables à nos économies en Afrique et au système de santé en Afrique, lorsque nous nous projetons, on se dit, mais que sera la population d'ici le mois de novembre, décembre, janvier, si nous continuons pas à baisser les gardes comme nous le constatons maintenant. Et les chiffres grimpent. Vous avez donné des chiffres de morts au Brésil, c'était le même comportement. Ils se banalisaient et malheureusement, lorsque le virus rentre dans la phase de contamination communautaire, ça devient un véritable problème. C'est ici l'occasion de féliciter quand même, quoi qu'on dise, l'effort de la coordination nationale de la gestion de la riposte de Covid-19 au Togo, qui a su vraiment traquer les cas contacts. Ces voyageurs qui sont rentrés, je peux vous assurer qu'il y a eu un bon traquage de ces patients qui ont été en contact avec la population. Mais aujourd'hui, on sent un relâchement, d'où la nécessité de réadapter la communication qui est faite autour de cette pandémie. Sinon, on est mal parti pour assister à des scènes, je vous assure, apocalyptiques. Nous pensons qu'il serait intéressant d'anticiper sur la réalité qui peut arriver
que de dire non, Dieu va nous aider toujours, parce que Dieu nous a déjà aidés en nous donnant ce virus-là en dernière position, parce que nous sommes pratiquement le dernier continent à être contaminé. On a vu les images de l'Italie, de la France, du Royaume-Uni, même des États-Unis, parce que les Européens, d'une manière générale, ne montrent jamais les cadavres ou bien les structures hospitalières bondées. Si nous avons pu bénéficier de ces images, c'est que eux-mêmes, ils étaient arrivés à une situation où il fallait communiquer, montrer la réalité dans les structures sanitaires. Et pour nous, c'était une chance de nous adapter pour éviter d'être pris dans une mauvaise situation. Mais aujourd'hui, les gens semblent être complètement aux antipodes de cette réalité. Et au niveau de la coalition, nous avons fait des recommandations. Les maires doivent jouer leur rôle maintenant. Les maires de nos communes. De nos communes doivent jouer leur rôle parce qu'ils sont les élus du peuple. C'est vrai, beaucoup n'ont pas de moyens. C'est ce qu'ils nous ont dit lorsqu'on a fait les enquêtes sur le terrain à Kara. Ils ont dit non, aucune subvention du gouvernement, aucune subvention de la coordination. Et c'est ici l'occasion de dire il faut que les forces vivent, toutes les actions synergiques soient mises pour que les maires puissent aller en contact auprès de la population et communiquer, parce que nous n'avons pas un système sanitaire qui puisse tenir face à tout ce qu'on voit au Brésil, aux États-Unis. Même si en France, le personnel médical fait la grève aujourd'hui pour réclamer les meilleures conditions de travail, je vous assure qu'il ne faut pas vraiment baisser les gardes pour se retrouver dans une situation où nous ne pourrons pas gérer tous ces cadavres qui seront donc des malades décédés de Covid-19. Merci. Plus que jamais, vigilance, prudence, discipline. Les chiffres que nous avons au Togo, nous devons être autour de 650 comparativement à nos voisins, c'est déjà bien, mais attention, il n'y a pas de laurier sur lesquels nous devions dormir, autant que toujours la vigilance, d'autant plus que nous n'avons pas toujours les grands moyens comme les autres. Mais il n'y a pas que la Covid qui tue. Avant la Covid, pendant et après, il y aura toujours des maladies qui vont nous emporter, dont les maladies cardiovasculaires que Santé Éducation nous rappelle aujourd'hui, Gadiel. Tout à fait, les maladies cardiovasculaires sont à la tête des cas de malades et de décès dans le monde aujourd'hui. Nous savons que les deux vedettes, c'est l'hypertension et le diabète. On avait déjà tiré l'alerte ici au Togo. Beaucoup de journaux ont écrit sur cela. Le Togo aujourd'hui, on a 30% de personnes qui sont diabétiques au sein de la population. Ça veut dire si on prend 100 personnes, 30 sont diabétiques. Et on a 8% de Togolais qui sont 30 personnes de Togolais sont hypertendus, je veux dire, et 8% plutôt sont des diabétiques. Vous voyez, c'est grave, c'est très grave. On ne sait pas quel mot on peut placer encore, c'est grave. Et c'est une alerte, il faut qu'au sein du système de santé, quand je parle du système de santé, le ministère de la Santé, il faut que des mesures soient prises. Et la première chose, vous savez, d'une manière générale, ces maladies, on peut les éviter dans une grande partie. On peut les éviter. C'est juste nos comportements qui conduisent à cela dans une grande partie. On sait que il y a l'hérédité à côté, mais on peut quand même les éviter. Il faut d'abord communiquer, informer, éduquer les populations sur le mode alimentaire, l'hygiène de vie. C'est, je pense, la règle d'or, et il y a encore du travail de ce côté. Donc, c'est encore une alerte que Santé Éducation tire aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, c'est devenu très grave. C'est une situation alarmante au Togo. Merci. Je me rappelle avec effroi, en début d'année, j'ai perdu ma grande sœur chérie, emportée comme ça par un AVC. Et si vous allez au CHU Campus, il y a tellement de malades d'AVC ici, de problèmes cardiovasculaires. Attention, encore une fois, discipline. Et ces remèdes naturels que Santé Éducation nous propose, qui peuvent réguler notre tension artérielle, c'est la page 3.
ces aliments qui contiennent des ingrédients. Les ingrédients qui composent ces remèdes possèdent un grand pouvoir anti-inflammatoire, dépuratif et vasodilatateur. C'est lié à la page 3, ça nous sera utile. Un article pratique pour les jeunes candidats au mariage qui voudraient faire des enfants, pourquoi pas. Santé Éducation, vous avez approché un spécialiste qui recommande aux jeunes tourtereaux de se faire dépister, connaître leur statut de drépanocytose avant de choisir de se marier et de faire des enfants. Pourquoi ce conseil pratique? Ça, vous savez, c'est parce que quand vous avez dans votre famille un enfant qui souffre de cette maladie, la drépanocytose, c'est vraiment c'est des situations complexes, c'est des situations compliquées. Parce que on a l'impression que les parents peuvent avoir tous les moyens du monde, mais ils risquent de ne pas pouvoir aider vraiment leur enfant. Donc, aujourd'hui, installons-nous dans la prévention en amont. Et cette prévention, ça part du mariage, ça part d'un acte sexuel, peut-être innocent, mais qui, au final, donne un enfant qui va souffrir durant toute sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc, le mieux, aujourd'hui, avant que les gens ne pensent à se marier, à faire un enfant, ou bien on est un jeune couple, il faut aller faire ce test de dépistage, cet examen pour savoir si on est compatible pour faire un enfant sain. Il faut que l'Afrique aille là-bas. C'est très important. Merci. C'est le conseil de Dr Rezoué Magnang, qui est directeur du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, et qui dit que toute personne qui souhaite avoir des enfants ne souffrant pas de la drépanocytose doit choisir de connaître son hémoglobine avant le mariage, avant de faire des enfants, parce que si vous avez cette maladie-là, elle est terrible, un problème de santé publique au Togo. Les personnes atteintes de drépanocytose doivent faire face à des conséquences multiples. Ils souffrent d'anémie, ils ont des crises douloureuses pouvant toucher différents organes ou encore une moindre résistance à certaines infections. Dieu merci, Dieu nous a aidés. Fabrice, Joël, Joachim, Gadiel, peut-être Serge Kodon et moi-même, on s'est mariés comme ça et la nature nous a préservés. Mais Fabrice, nous tenons à donner ce conseil aux jeunes. Il faut qu'ils se fassent dépister, connaître l'hémoglobine aussi bien du jeune que du jeune garçon, de la jeune fille, avant de choisir de se mettre ensemble et de faire des enfants. Oui, c'est vrai, par rapport aux chiffres, je crois que c'est vrai que c'est un conseil très compliqué à mettre en œuvre, parce que ça commence ce que vous appelez amour. Et bon, et quand d'autres parlent encore comme Joël de coup de foudre. Ouais, quand ça commence comme cela, et c'est à la fin, on voit tous les autres éléments qui peuvent intervenir. Et il faut le dire, surtout qu'en Afrique, dans nos cultures, c'est presque dit qu'un couple a presque l'obligation d'avoir un enfant. Ça voudrait dire qu'avant de se marier, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour qu'à un moment donné, au-delà du problème médical que ça pose, ça ne devienne pas également un problème social, parce qu'aujourd'hui il y a des couples où lorsqu'il n'y a pas d'enfant, par exemple, ça peut voler en éclats, et donc lorsque vous avez également un enfant qui a des santé liées, c'est-à-dire héréditaires venant des parents et tout cela, quelque chose qu'on aurait pu éviter s'il y avait ça. Maintenant la question est de savoir, oui, lorsque vous dites que vous êtes amoureux l'un de l'autre et que bon, vous jurez aller jusqu'au bout, et entre-temps il y a cet élément-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se sépare pour cela? Bon, quand vous vous inscrivez dans la logique de on se marie pour le meilleur ou le pire, je crois que c'est des situations très difficiles, mais il vaut mieux préserver les enfants, parce qu'on ne met pas au monde les enfants pour les enterrer. Merci. Un enfant, ça a déjà un coût, il faut le loger, il faut l'habiller, il faut le nourrir, il faut le mettre à l'école, jusqu'à sa majorité. Et si vous avez malheureusement un enfant souffrant de drépanocytose, alors là, vraiment, Dieu merci, nous sommes à l'abri, la nation nous a sauvés. Mais je les gars, il faut insister sur ce conseil à l'endroit des jeunes. Oui, je crois qu'il faut insister sur ce conseil à l'endroit des jeunes.
c'est important pour la route. Et je crois que ça passe de commentaires. Merci. Joachim, le conseil est bien pris. Oui, le conseil est bien pris, d'autant plus que nous avons dans nos familles, ou bien il y a des proches qui n'ont pas fait ces analyses-là avant de s'engager, et les conséquences sont désastreuses. Des enfants qui meurent, ou bien des enfants qui souffrent atrocement, et c'est quand même, ce n'est pas bon à voir. Ce n'est pas bon à voir. L'avis du docteur Kodom? Oui, je pense que vous avez bien dit. Tous nos auditeurs et toutes nos auditeurs veulent bien savoir le nom de l'analyse. C'est bien l'électrophorèse de l'hémoglobine. S'ils peuvent retenir cela, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de santé, dire à l'assistant, au médecin que je veux faire mon analyse aujourd'hui pour voir si j'ai la drépanocytose ou pas. Et donc, l'analyse, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, et on a 4 groupes. Il y a la forme AA, qui est donc normale, comme peut-être vous et moi ici. Et il y a la forme AC, il y a la forme SC et la forme SS. C'est malheureusement la forme SS et la forme SC qui posent beaucoup de problèmes de santé aux enfants. Et donc, lorsque vous voulez vous marier, justement, il est important de faire un bilan prénuptial. Et dans ce bilan prénuptial, on propose, on suggère, on explique bien les conséquences liées donc au fait que vous avez un trait drépanocytaire, à savoir le S ou le C, qui puisse être compromettant, parce que lorsque vous allez vous mettre en relation, vous pouvez avoir des enfants qui vont hériter donc de ce trait drépanocytaire. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Il y a notre consoeur Catherine Stone qui vient de créer une association dans ce sens et qui se fait accompagner par le pasteur Jacques Jacouti, plutôt le papa de Jacques, c'est Mintre Jacouti. Voilà, c'est lui qui parraine cette association de Catherine Stone qui sensibilise à souhait la jeunesse. Venons-en maintenant à l'actualité sociopolitique, économique. Et vos différents journaux sont revenus abondamment sur la cession de tout ou partie du capital de la nouvelle société cotonnière du Togo à des privés. Fabrice, le libéral, vous écrivez que le coton togolais bientôt ou déjà aux mains d'un groupe privé, c'est les Singapouriens de Olam. Oui, bien sûr, l'Assemblée nationale a acté, a donné feu vert donc au gouvernement d'aller dans ce sens-là. Et quand on prend cette société, je crois que c'est une société en difficulté, ça il faut le dire. La NSCT. Oui, elle est en difficulté parce que quand vous prenez même les résultats sur le terrain ces dernières années, ce n'est pas ça. Entre la saison 2018 et 2020, je crois qu'il y a un écart abyssal par rapport à la production. Le ministère de l'Agriculture l'a relevé tout dernièrement. Et donc, généralement, moi, ça ne m'embête pas trop. Quand une société est en difficulté, qui a connu, qui est entourée de beaucoup d'histoires de malversation financière, parce que c'est des sociétés qui ont changé de nom à plusieurs reprises. Mais lorsqu'on s'inscrit dans la logique générale de la privatisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un débat. C'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés, quand même, qui avaient des difficultés, et qui n'avaient pas vraiment assez de difficultés, même s'il y en a toujours. Quand je prends par exemple la société qui était devenue entre-temps à Togo Électricité, apparemment finalement on s'est rendu compte qu'on s'est trompé parce que il y a eu un rétropédalage entre-temps. Mais il y a eu au niveau des banques, on a l'impression que c'est plutôt réussi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez presque toutes les banques qui ont été privatisées, quand vous y allez, à vue d'œil, même si vous n'avez pas contact avec les chiffres et tout cela, à vue d'œil, vous avez l'impression que c'est mieux organisé qu'auparavant. Mais il y a aussi des sociétés qui se portaient plus ou moins bien, mais à la privatisation, c'est pratiquement la croix et la bannière. Et je crois la dernière qui est dans l'actualité, on peut parler de Togo Cellulaire. C'est-à-dire que j'espère que ceux qui sont là vont nous prouver dans les jours, puisqu'on dit souvent que tout début est difficile, mais j'espère que dans l'avenir, ils vont nous prouver qu'il y avait des raisons à ce qu'on privatise. Mais pour l'instant, consommateur que je suis, franchement, je suis pas content. Je suis pas content par rapport à la connexion que j'ai et le prix qu'il coûte. Et j'ai l'impression que c'était mieux avant qu'aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, ils sont là, ça a été privatisé. Le gouvernement a forcément des raisons qui expliquent cette privatisation.
ils sont à leur début. Peut-être que ça ira mieux à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais contrairement à la SNPT, j'ai des chiffres qui me prouvent que c'était pas bon. Et là aussi, j'espère que lorsque la privatisation sera actée, ce sera mieux, comme c'est mieux au niveau des banques. Merci. Le journal La Lanterne aussi, qui se demande pourquoi cette privatisation. La réponse se trouve dans l'article de La Lanterne. Autre journal, c'est Le Messager, qui donne les motifs de la privatisation, ce que va faire le nouveau partenaire Olam, en même temps ce qu'il faut craindre, c'est ce que se demande, ce que craint le Messager. Le Manian Libéré aussi également, qui expose les craintes de la privatisation du coton togolais. Vous, Dunia Le Monde, Joachim, vous écrivez que le groupe Olam International, le nouveau patron de la NSCT, et votre article également, vous donnez un profil un peu de ce groupe singapourien Olam. Oui, le groupe singapourien Olam a déjà fait ses preuves dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, au Tchad et puis au Gabon. C'est cela qui a poussé les autorités à privatiser la NSCT. Mais il faut dire que les chiffres, les prévisions que le gouvernement avait fait, c'est-à-dire atteindre au moins les 160 000 tonnes de production de coton de graines par an, n'ont pas été atteints. C'est pour cela que le gouvernement a dû privatiser cette entreprise. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas privatiser pour privatiser. Le gouvernement a bien fait de privatiser cette entreprise. Mais nous pensons quand même que ce qui s'est passé à Togocel, où cette entreprise se porte mieux. Se portait mieux, et cette entreprise a été privatisée. Et maintenant, comme je voudrais rejoindre mon confrère Fabrice, maintenant les coûts de communication sont chers, la connexion rame, des fois vous avez votre téléphone, vous appelez votre voisin, il a son téléphone allumé, mais ça ne marche pas. Je pense quand même que... Les crédits qui disparaissent comme par enchantement. Les crédits, par enchantement, ça disparaît. Je pense quand même que si le gouvernement a de bonnes raisons de privatiser la société cotonnière pour relancer la filière, c'est une bonne chose. Mais quand même, on doit surveiller de très près le groupe Olam International pour que ce groupe-là puisse atteindre les objectifs à elle assignés par le gouvernement. Et d'autant plus que à écouter les ministres Sani Yaya et Bataka, et ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, le mardi dernier, plutôt lundi, il s'était dit que le rendement de la production du coton va augmenter jusqu'à au moins 1000 kilogrammes à l'hectare, que le Togo va franchir la barre de 200 000 tonnes à l'horizon déjà 2020, que les pistes rurales seront entretenues, réhabilitées, on va construire, on va industrialiser le coton par aussi bien la production que les premières transformations. Toute promesse alléchante, on suivra d'ici 2 ans, mais d'autres journaux sont revenus sur l'histoire des privatisations. C'est ce que fait La Manchette, qui écrit « Histoire des privatisations, échec, Togo, l'incorrigible État ». Autre journal, c'est La Dépêche, qui écrit, lui, « Fort Gnassingbé ou le règne de bradage des sociétés d'État », pendant que vous, Joël, Fraternité, vous écrivez BTCI, UTB, Togocom, 3 points de suspension, puis NSCT, et vous vous demandez si on va vendre tous les bijoux de famille ici au Togo. Effectivement, nous avons vendu déjà presque tous les bijoux de famille. Heureusement, les vôtres sont encore entre vos jambes. Non, mais je parle de la famille Togo, quand même. Je parle de la famille Togo, ça, tu le sais. Si votre épouse apprenait qu'on avait vendu vos propres bijoux de famille, je ne sais pas ce qu'elle ferait. Non, je crois que le sujet est trop sérieux. Et pour que on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Et parce qu'on a l'impression que cela participe à un plan solo, à un plan cachette d'un certain clan. Parce que je me rappelle, hier ça a été débattu abondamment ici, et je me rappelle de cette petite bouteille que tu as laissée. C'est-à-dire que si on veut parler des privés, que ce soit vraiment des privés
identifiés comme tels, enfin des repreneurs étrangers identifiés comme tels, ce ne sont pas des Togolais qui se cachent derrière un nom étranger, hein, et qui reviennent reprendre. Les gens parlaient tantôt de l'affaire Togocom. On a épluché le sujet en long et à large. Les citoyens, personne n'est con. On sait à quoi on joue et ce qu'on veut nous présenter. Quelle que soit la beauté de ce qu'on nous présente, les Togolais savent ce qu'il y a derrière. Maintenant, moi ce qui s'ébruite, c'est le KCET, qu'on va bientôt également céder à des étrangers. On a vu, quand vous voyez les jetons tels qu'on a bougé ces derniers temps, les jetons sur la table, tu sens que il y a ce qu'on avait pressenti très tôt est dans le tuyau. Donc, il suffit. La CET serait vraisemblablement privatisée. Il y a des velléités très poussées de vente de légal également la CET aux étrangers. D'ici la CET, revenons donc finalement, les bijoux de famille seront confiés dans les mains de l'étranger. Mais quel étranger encore? Et parce que dans le cas de NLCT, quand on a donné 40% aux contoculteurs, pendant qu'on y est, pourquoi on ne donne pas les 51% aux contoculteurs? Est-ce qu'ils sont capables, ils sont incapables de prendre les 51%? Mais on a l'impression. Et puis quand vous voyez la dextérité, la rapidité avec laquelle tout a été consommé, on a longtemps critiqué le cas comme ici, on est devant. Mais pour la NCT, 6 jours ont suffi pour qu'on vende un patrimoine. Je vous rappelle que le Bénin vit essentiellement de la vente du coton. À part les entrées sur les impôts et la douane, enfin, ces recettes régaliennes, le Bénin vit essentiellement sur le coton. Ils savent que c'est ça qu'ils ont, ils se sont appliqués à le rentabiliser. Aujourd'hui, quand on dit qu'on va augmenter 1000 kg à l'hectare, qui va cultiver? Qui va cultiver? Pendant que les paysans sont foncièrement déçus, ils sont découragés de faire la culture du coton. Maintenant, quand on parle de Olam, nous en avons parlé. Je crois que tu n'as pas voulu le citer dans le titre. Si, on va y venir. Vous trouvez que le groupe singapourien Olam serait porteuse d'une renommée bien douteuse? Olam, c'est Olam qui avait eu maille à partir avec l'État togolais hier dans les Azures en fait de café cacao, où on les a remerciés à pied levé. Olam, c'est le même qui était derrière l'importation des prix des riz avariés et qui a été chassé de la Guinée. Ils sont venus ici. La presse a fait son travail. On a pu quand même essayer. On a réussi à éviter le déversement sur le marché de ces produits avariés. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Et c'est là où l'État ivoirien a été courageux de les sanctionner. Mais on comprend que quand on les avait sanctionnés ici, au Togo, on nous préparait à la privatisation. Et quand on parle de Olam, regardez bien dans les secrets. Olam, la renommée propre, c'est pas Olam. Et pourquoi on leur donne maintenant 51%? Je parlais de Togocom. Quand vous voyez on nous dit c'est les malgaches, mais il y a des intérêts français dans l'histoire de Togocom. Vous avez l'opérateur Free, qui est une bonne référence en France, même à Dakar, mais on se demande pourquoi est-ce qu'ils ne nous offrent pas le même service qualité ici au Togo. Pourquoi ils ne nous offrent pas le service qualité pendant que l'essentiel de la fibre optique, etc., était déjà là, avec l'équipe sortant de Togo Télécom et Togocel. C'est une entreprise bien importante qu'ils ont pris, mais on attend que rapidement la privatisation, on l'a dénoncé, ben c'est acté, on est dedans. Maintenant, il faut quand même qu'il fasse amende honorable. On va revenir au coton. Vous trouvez que Olam, à qui on vient de céder le coton togolais, la majorité n'aurait pas une réputation vraiment comme il faut. Et puis vous craignez que finalement tous les bijoux de famille du Togo se retrouvent dans des mains étrangères. Effectivement, parce que après la suite, il y a d'autres qui sont sur la liste qu'on attend et qu'on se prépare également à confier aux étrangers. Alors, pourquoi c'est seulement les étrangers qui viennent prendre une société? Le débat a été animé sur les télécommunications aujourd'hui, sur le coton, au point que Focus Info, paru aujourd'hui, fait un éditorial que notre ami, le président de la Chambre de commerce, appréciera. Le secteur privé togolais, le grand figurant. Alors, finalement, nos opérateurs togolais, est-ce qu'ils ne font que de la figuration? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens matériels, financiers conséquents, ou bien est-ce que ils n'ont pas les couilles
enfin, les dames nous excuseront, est-ce que les opérateurs privés togolais n'ont pas les couilles pour se porter acquéreurs de nos sociétés que nous privatisons? Fabrice? Oui, évidemment, lorsque vous observez, effectivement, vous allez vous rendre compte que la plupart des sociétés qui arrivent ici, c'est des sociétés étrangères qui prennent cela. Alors, pourquoi cela? Est-ce que dans le secteur privé togolais, il n'y a pas des poids lourds capables? Je ne crois pas, mais je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est l'environnement qui fait que certains n'osent pas. Parce que quand je prends parfois certains secteurs d'activité si ordinaires, faites un tour au port autonome de Lomé, pratiquement tous les parcs de vente de véhicules, ça aussi, on ne peut pas me dire que les Togolais ne peuvent pas être capables de gérer un secteur comme cela. Mais quand vous y allez, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement les étrangers qui détiennent ce commerce-là, même dans le domaine de la quincaillerie. Tout le monde va s'approvisionner juste, je vais pas faire de la publicité, juste à côté ici. On sait où, et c'est toujours, je ne suis pas xénophobe. Mais je suis en train de m'interroger, voir quel est ce capital-là qu'il faut pour gérer ces secteurs-là, et que nous avons aujourd'hui des grands hommes d'affaires également dans le pays, même s'ils se rassemblaient, pourquoi ils ne peuvent pas également rebondir sur des situations pareilles? Mais ce qui est sûr, c'est que encore une chose est certaine, et c'est une réalité sur le terrain, c'est tout ça vient toujours de l'étranger. Mais il faut aussi dire que quand ces étrangers-là viennent, parce qu'on a parlé des échecs liés à certaines privatisations. Beaucoup d'exemples sont là. Il y a eu le rétropédalage au niveau de la CET. Bon, actuellement, dans toutes les sociétés où il y a eu privatisation, ce n'est pas toujours le grand bonheur qu'on aurait souhaité. Et là, mais maintenant, quand on revient sur la gestion de l'État elle-même, là aussi, je crois que quand on crie étranger, il faut aussi à un moment donné s'arrêter pour nous poser la question de savoir si nous-mêmes, on avait géré bien les choses. La société dont on parle au niveau du coton, je crois qu'elle a une longue histoire en termes de malversation financière liée à la gestion depuis Sotoko. Et ça, c'est une réalité. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne derrière les barreaux pour qu'on dise que il a mal géré, on l'a pris. Non, tout le monde est dans la nature. Mais là, quand vous donnez de ces preuves, quand vous prouvez aussi sur le terrain que vous n'êtes pas capable de grand chose, et que les étrangers arrivent, à un moment donné, on a été complices de cette situation-là. Je dis parce que bon, c'est des Togolais qui ont géré ces structures qui n'ont pas marché. Quand vous prenez, lorsque la CTMB est devenue OTP et tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des Togolais qui sont passés par là, qui ont géré. Mais est-ce que la gestion a été bonne? Alors aujourd'hui, peut-être que c'est à la recherche des solutions qu'on se dit, bon, peut-être avec les étrangers, on trouvera notre compte. Je suis patriote, oui, mais bon, pas un patriotisme béat pour dire que on n'a qu'à mettre mon frère là-bas, même s'il bouffe, c'est mon frère qui bouffe. Non, un pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis désolé. L'autre entreprise, effectivement, ont souffert de mauvaise gestion. L'histoire des phosphates, du coton, l'opate, et toutes ces sociétés que nous avions, qu'on a dû privatiser, peut-être à cause de la mauvaise gestion, chacun devrait se regarder dans le miroir. Pourquoi nous faisons les mêmes écoles et que nous ne sommes pas en mesure de gérer ces sociétés comme ça se fait un peu ici et là? Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de voir de façon bonne le problème. Il faut le regarder avec les deux yeux. Mais les mauvaises gestions sont cautionnées quelque part. Par qui? Sont cautionnés par celui-là qui décide encore de privatiser. Il faut qu'on voit la vérité en face. Mais vous parlez de SNPT, quand le jeune Charles Takou était passé par là, c'est parce que celui-là qui l'a mis là, lui avait fait confiance. Quand le gars a mis en place les règles de bonne gestion, mais c'est lui-même qui s'est également tué quand on lui a fait pourrir la vie du matin jusqu'au soir. Et il est où maintenant? Est-ce que c'est les compétences qui manquent? Est-ce que la NSCT, quand déjà en dans les années 2014-2015, quand le ministre Agadazi avait eu des problèmes avec Djabakate, les deux, ils se battaient pour des intérêts, mais on a apporté la lumière pour dire même au chef de l'État, cette décision-là qu'on t'a amené à prendre au Conseil des ministres, elle est erronée. Voici le vrai problème. Est-ce qu'on a fait face au problème? Est-ce qu'on a cherché des compétences réelles? C'est comme les institutions qu'on met en place aujourd'hui, et APULSA et autres là. Qu'est-ce que APULSA fait quand nous dénonçons les malversations?
Qu'est-ce que l'inspection générale de l'État fait? Qu'est-ce que l'inspection des finances fait? Est-ce qu'on veut... il faut... C'est un refus d'assumer des responsabilités. C'est un refus d'assumer des responsabilités. Ce n'est pas des compétences qui manquent. Il faut juste que le chef de l'État, soit il est le père de famille, il veut assumer entièrement son rôle de père de famille, parce que là, il n'y a pas d'état d'âme. Parce que là, il est dans le rôle d'institution, ce n'est pas une affaire de cousins, d'amis et autres là, mais quand je te fais confiance, on a vu le chef de l'État démettre des ministres ici à midi. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas il n'utilise pas le même courage? Il a fait des confiances à des gens. On a vu des ministres qui sont ses amis intimes, mais il les a démis en toute courage, avec le plus grand courage. Pourquoi il ne fait pas la même chose dans la gestion des sociétés d'État? Donc moi je dis, c'est une supercherie, ces privatisations-là. On veut juste... on dit celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage, c'est ça. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ce n'est que... ça, si tu permets. Il faudrait pas aussi être myope. C'est pas parce qu'on a démis un ministre. Et quand on le démet, on dit quoi? Quel ministre on a démis, on a dit qu'il a pris ceci ou l'a pris cela? Personne. C'est pour cela que je dis jusqu'aujourd'hui, nous avons des sociétés qui ont chuté. Mais on ne connaît pas le responsable, parce que pour connaître le responsable, il faut passer devant monsieur le juge, et que le juge reconnaisse que vous avez... Oui, mais ça veut dire qu'on ne fait pas les choses dans les règles de l'art. Oui, mais justement, je ne parlais pas de compétences, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de compétences au Togo. C'est-à-dire que, une chose est de démettre, bientôt un gouvernement va sortir, quelqu'un sortira du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il a volé ou bien il a fait ceci ou cela. Et puis les gens qui ont été démis en plein midi, je ne vais pas citer de nom, mais vous connaissez l'histoire. Oui, mais quand il a été démis en plein midi, on a dit quoi? Oui, alors il a été... Est-ce qu'il est interdit de sortir un ministre du gouvernement à midi? Non, on nous a rien dit. Oui, Joël, nous disons la même chose. Vous connaissez l'histoire de ce ministre. Il était aux finances, il a été démis en plein midi. Quelque temps après, il s'est fait élire député. Il a eu à présider la commission finance de l'Assemblée nationale, et puis il est revenu au gouvernement tout puissant. Ça veut dire que on déplace les pions, mais les problèmes restent les mêmes. C'est ce qui amène Liberté, par exemple, à écrire à la page 5, détourner, il en restera toujours quelque chose. Et Liberté nous fait visiter le fonds d'entretien routier, le FER, ou la SAFER, ou la MAFER, c'est selon la SNPT, Togo Télécom, OTR, CET, NSCT, détourné, il restera toujours quelque chose. Focus Info lui écrit, importation des produits pétroliers, le Togo, une anomalie dans l'espace UMOA. Voilà une autre affaire qui défait la chronique. Triangle des enjeux qui écrit, Faure Gnassingbé construit progressivement le Togo à reculons. Togo Matin et le libéral aussi reviennent sur cette affaire-là de produits pétroliers. Le libéral qui écrit entre Sénat Lipui, président du groupe parlementaire UFC à l'Assemblée nationale, qui crie au règlement de compte parce que pendant que son camarade Jerry Tama lui interpelle le ministre du Commerce sur les allégations de détournement de moins 500 milliards de francs dans l'importation du pétrole. Et puis, Togo Matin se demande, entre Jerry Tama et Ali Pui, lequel de ces deux députés-là peut vraiment situer l'opinion dans cette affaire-là de produits pétroliers. Bon, exception, Michel Kodop. Oui, merci. Je pense que ces questions de malversation, de détournement, de privatisation, qui ne sont pas élucidées, posent un problème de conscience collective. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui sont en formation dans les écoles de finance, et on se rend compte qu'il y a des entreprises de taille qui sont créées, qui sont mal gérées, qui sont détruites, et on forme les étudiants, on ne sait pas, au fait, le message qui passe, c'est d'aller vers une mauvaise gouvernance de la gestion des affaires économiques, ou quoi. Pour moi, je pense que dans un état de droit, il faut situer les responsabilités, sanctionner pour que ça serve de leçon à la génération présente et future. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, on éduque nos enfants sur des a priori de mauvaise gouvernance, parce que il n'y a pas de sanctions. Tu viens, on te nomme, tu bouffes, et vous allez voir que la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est la course à l'enrichissement rapide.
Parce que justement, les aînés qui sont là, lorsqu'ils prennent, on les bouge, et puis voilà. Et pour moi, il y a un problème de conscience collective qu'il faut rapidement circonscrire parce que nos enfants voient, nos frères sont là, et on ne sait pas ce que ça va devenir sur le moyen et le long terme. Surtout que nous sommes dans l'attente de la composition d'un prochain gouvernement. Oui, Jacques Leco? Non, je pense quand même que ce problème, surtout le problème de la mauvaise gestion du pétrole, que le dossier de notre confrère Alternative qui défraie la chronique, je pense quand même que un député, M. Sénat Alipi, a dit qu'il n'y a pas matière, à convoquer ou bien à inviter un ministre de venir s'expliquer ce que son confrère ou bien son homologue Jerry Tama a dit quand même que tel que l'affaire se pose, il va falloir que les députés, ou soit la justice s'auto-saisisse, le procureur de la République s'auto-saisisse, et que l'affaire là soit élucidée, parce que ce pétrole-là, c'est nous qui l'achetons, c'est tout le Togo qui l'achète, et donc il va falloir élucider ce problème. Quand un député, Sénat Alipi, dit qu'il n'y a pas matière à convoquer un ministre pour cela, je pense quand même que le député là doit revoir sa copie, parce que ce n'est même pas bon. Une autorité ou bien une personnalité qui tient de tels propos, c'est ahurissant, ce n'est pas bon. Il va falloir qu'il revoie sa copie pour revenir à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire jouer pleinement son rôle, qui est de contrôler l'action gouvernementale, c'est-à-dire chercher pourquoi ou bien demander à ce qu'on fasse des audits sur la gestion du pétrole du Togolais. Je pense quand même que il y a deux positions, on doit en arriver. Il y a deux positions antagonistes de deux députés. Pour Jerry Tama, il y a au moins délit d'initié, voire collusion d'intérêts familiaux. Et Jerry Tama trouve que la justice, par le procureur, devrait s'auto-saisir. Le gouvernement devrait diligenter une enquête. Pourquoi pas l'Assemblée nationale également qui devrait diligenter une enquête parlementaire. Jerry Tama qui interpelle la société civile. Michel Kodom, vous êtes aussi interpellé pour que la lumière soit faite. À l'opposé de Jerry Tama, il y a Alipi qui dit circuler, il n'y a rien à voir. Qui trouve même que c'est la presse qui règle ses comptes là à la famille Adjakli. Oui, malheureusement, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, c'est comme ça le Togolais est. Et parfois aussi, il faut le reconnaître, le gouvernement aussi prête un peu le front. C'est-à-dire que nous sommes là à crier tous les jours, oui, il faut punir les prévaricateurs, tout ça là, il faut les poursuivre et tout cela. Il y a des moments où lorsqu'on ose, ben vous allez le voir. Il est prouvé également que parfois c'est des gens qui courent, qui vont se mêler à la politique. Et puis parfois on se fait opposant. Et à un moment donné, quand on le poursuit, on ne sait pas exactement si c'est l'opposant poursuit ou c'est l'ancien voleur qui a mis le masque d'opposant. Et donc vous aurez des gens pour vous défendre. Vous aurez des gens pour dire non, bon, c'est parce que bon, il a dit ici que le chef de l'État n'avait pas une belle coiffure, c'est pour cela on le poursuit aujourd'hui. Donc, puisque je dis que parfois le gouvernement prête ses plans, parce qu'on sait que dans des pays aussi, l'État utilise, dans le cas de la famille Adjakli, on peut se poser la question de savoir le vol date de quand. Le vol date de quand. Et pourquoi depuis là on n'a rien dit? Parce qu'il ne faut pas condamner les gens comme cela. Et à un moment donné, quand tu voles, on ne te dit rien. On sait que tu voles, mais on ne te dit rien. Et un jour maintenant, bon, celui qui te voyait décide de te dénoncer. À un moment donné, tu vas te demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, me dénonce. Il y a des situations aussi qui existent comme cela. C'est un peu, je ne suis pas sûr que le vol de cette famille date d'hier. Et je ne suis pas sûr que ce vol-là se faisait à l'insu de tout le monde quand même. Même ceux qui volent à minuit, il y a toujours un œil quelque part. Même si tu ne l'arrêtes pas, tu l'as vu. Et donc, parfois, on est dans cette situation comme cela. Lui peut aller sur le terrain de règlement de compte. Mais ce n'est pas ex nihilo. Il y a également des éléments de preuve qu'il y a eu vol. Mais maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est maintenant ça sort. Et sur ce coup, je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête avec cette histoire de règlement de compte et voir ce pourquoi on t'accuse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et je crois que c'est la logique un peu du député Jerry Tama, plutôt que de crier tout de suite que bon voilà, c'est pas parce que
tu volais, on te disait rien. Si aujourd'hui on dit tu as volé, que c'est faux. Cette affaire, même si ça reste encore au niveau des allégations, pas moins de 500 milliards de francs CFA qui ont disparu des caisses de l'État, alors que nous avons besoin d'argent pour organiser la riposte à la Covid-19, pour financer notre école, notre système de santé, nos routes, tout ça qui coûte énormément. Un groupe d'amis qui choisissent de nous spolier d'un tel montant, le ministère du Commerce impliqué, le ministère des Mines impliqué, le ministère de l'économie impliqué, et tout ça se passe durant des années. Ça doit interpeller, c'est le travail que nous faisons, c'est l'alerte. Maintenant, avec l'espoir que des relais vont se saisir de cette affaire-là. Avec l'espoir que des relais vont se saisir de cette affaire, avec l'espoir que on va se résoudre à cultiver l'exemplarité, un peu, tel que Dr Kodom vient de le dire. C'est depuis 2015 que nous, au sortir de la victoire de Fort, le gouvernement qu'on nous a présenté, je dis, mais ça veut dire que le régime là a choisi de rompre totalement avec l'exemplarité. Et les exemples les exemples ont suivi. Les exemples ont suivi, tant dans le gouvernement que dans les malversations qui ont été alignées depuis là jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais quand le député Ali Puy, il dit, il est un pur produit du mélange qu'on a fait, quand on a sacrifié les valeurs sur le thème de la politique. On a sacrifié les valeurs sur le thème de la politique, on prend n'importe qui, même directement, qui était un partisan de la sacrification des valeurs jusqu'à ce que tout dernièrement un événement majeur, à partir du mois de mai, le fasse réveiller, où il fait aujourd'hui amende honorable. Mais moi je le dis bravo, s'il peut continuer, s'il peut se retrouver, s'il peut se réhabiliter, si dignement, bravo, parce que au moins c'est un monsieur qui produit qui fait des analyses assez riches, mais qui les a toujours jusque là vendus sur l'autel de la compromission, du météage politique. Aujourd'hui, il a fait amende honorable. Il faut quand même qu'on le suive et que Ali Puy sache que ce chemin ne mène pas loin. C'est pas parce que ils sont des copains coquins avec le fils Adjakli, que parce que il est arrivé là, parce qu'il est un député nommé de l'UFC, il est un député nommé de l'UFC, qu'il se prévaut de se mettre devant les écrans pour faire, parce que qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants à la maison? Qu'est-ce que nous allons dire à ceux-là qui nous suivent, ceux qui sont sur les bancs aujourd'hui? On va demander aux enfants, donc même quand on vous donne les sites de maison, ne le faites pas, parce que il y a toujours des artifices, il y a toujours des labyrinthes par lesquels tu vas arriver au sommet. Mais est-ce que c'est ça ce que nous promouvons comme valeur? Je arrête dans votre élan parce que les auditeurs... Je voudrais juste apporter une petite précision sur les frais. Nous sommes déjà en plein dans leur temps. Ça vous apprendra à être beaucoup plus concis prochainement. Michel? Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Toutes nos excuses, nous avons un peu pris de votre temps, mais vous allez entrer en ligne bientôt. Juste l'occasion de saluer Madame Ruth, vous qui êtes à la BIA Trésor, et Madame Maggie Bodjona à la mairie Golf 3. Vous nous suivez au Club de la Presse, nous sommes réconfortés. La parole est à vous, auditrices, auditeurs. Bonjour, l'ami en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Edith depuis le campus. Depuis le campus? Oui. Allez-y, Edith. Je vous salue sur le plateau. Je salue tout le monde. Je salue Dr Kodom. 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 Oh, ok. Et c'est pour revenir sur l'analyse de l'électrophorèse. Oui. Et c'est vrai ce que le docteur a dit. Il faut venir ici voir les enfants. Chaque fois, tu vas voir ton enfant tomber malade, on demande le sang. Tout ça là, ce n'est pas bon. Mais je lui souhaite la vie, qu'il voit les autorités pour qu'on diminue le prix de cette analyse. Et pour qu'à chaque fois, même si un garçon parle à une fille, c'est la première analyse qu'il doit faire. C'est mon souhait. Merci. Et c'est mon point de vue. Merci, madame. Eh bien, Michel Kodom, à la fois médecin et société civile, voilà ce que l'auditrice vous demande. Oui, je pense qu'elle a bien dit. L'électrophorèse de l'hémoglobine coûte un peu cher. Et c'est de faire des plaidoyers pour que les réactifs reviennent moins chers, afin que cette analyse soit accessible à la population. Parce que c'est très important. J'ai jamais vu une famille qui a un enfant drépanocytaire SCC
OSS joyeuse. Parce que chaque jour, c'est cet enfant qui est anémié, qui pleure, qui a un retard de développement. Et souvent, lorsqu'il n'y a pas de moyens financiers, vous allez perdre cet enfant-là. Donc, en fait, c'est un petit cercle vicieux qu'il faut... L'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, Sas. Oui. Bonjour, le plateau. Oui, allez-y directement. Je voudrais intervenir par rapport à 2 points. Bon, la privatisation, dans certaines mesures, on peut dire que c'est bon. Mais il y a beaucoup de bruit autour de vous là-bas. Dans ces cas d'espèce, moi, je ne suis pas... Patrick, on vous suit mal. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Ok. Et je disais que la privatisation, dans ces cas de figure, je ne suis pas tellement pour, parce que il faudrait préserver l'intérêt de la population. Au moins, si c'est 51% pour l'État togolais, je peux dire que oui, au moins les 49%, les Malgaches peuvent, les Singapouriens pouvaient l'entretenir. Mais à partir du moment où on donne les 51%, où est maintenant la part des Togolais? Ils viendront. On a vu le cas de Togocom, où les Malgaches sont venus, ils ne donnent même pas du temps aux Togolais. C'est aux agents qui sont là-bas. Dans la ressource humaine, tout est appartenu aux Malgaches. Maintenant, je veux souhaiter que, à partir de ce moment, les dirigeants prennent des mesures pour se regarder l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup, Patrick. En ce qui concerne le pétrole, les détournements, moi je suis vraiment effleuré de la part du député à l'épuis. Ce qu'il a dit, ça n'a pas de sens. En réalité, il a été élu pour défendre la cause de la population, du public, et non pas pour défendre la cause de certains de ses amis. Donc, ces propos vraiment laissent à désirer. Merci. Merci. La balle est à vous, Patrick. Le suivant déjà en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Barthélémy. Barthélémy, allez-y. Oui, je voudrais savoir, donc, par rapport à la corruption, est-ce que c'est un problème de preuve pour pouvoir traduire les coupables en justice, ou bien c'est une question de volonté politique? Parce que franchement, je voudrais écouter lors de vos débats, mais j'arrive toujours pas à voir où est le problème exactement. Merci beaucoup. Donc, au passage, je félicite le chef de l'État pour son courage. Et merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne juge pas ceux qui sont accusés de détournement du deniers public? Chers confrères, préparez la réponse. Même pour dire le suivant. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Charles. Oui. Oui, moi je voudrais intervenir par rapport au comportement de la société malgache. Entre-temps, l'APC a signé l'État togolais auprès de la Cour de la CEDEAO qui lui a donné raison à condamner l'État togolais. Oui, pour coupure d'Internet courant 2017. Voilà. Si les malgaches gèrent mal notre téléphone, l'APC n'a qu'à se prendre encore auprès du qui de droit. Oui, comment délivre le Togo de cette situation-là? Oui, l'ATC, mais vous aussi, citoyens qui êtes clients de Togocom, la loi vous donne la possibilité de vous plaindre devant la justice. D'accord. Il se trouve où là, leur siège là? Non, la plainte se dépose à la justice. Bon, je vais le faire. Eh bien, approchez un avocat qui vous aidera à bien constituer votre dossier. Merci beaucoup. Au suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame. C'est Irène depuis Lancouvi. Oui, allez-y, Irène. Alors, c'est par rapport à l'analyse électrophoreuse. Est-ce que la mairie ne pouvait pas exiger ce document dans les dossiers pour les futurs mariés et les aider à faire cette analyse et les parler au cas où. Merci Irène, c'est important. Oui. La question au docteur Kodon, c'était d'essayer au moins de nous donner ce qui est conseillé, quoi. Ce qui nous a donné juste les 4 groupes, mais qu'est-ce qui est conseillé. Voilà, merci. Ok, notez la question Gadiel et de Serge. Nous prenons en même temps le suivant en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour l'ami. Allô? Oui, bonjour. Blou. Un autre auditeur.
Bon, le temps que Dr Kodom, oui, Irène depuis l'Ancouvi voudrait savoir si vous pouvez être plus explicite dans les conseils. Oui, effectivement, comme je disais, il y a la forme AA, la forme AS, AC, SC et SS. La forme normale, c'est AA. Les formes asymptomatiques, c'est-à-dire vous avez un trait drépanocytaire, c'est le C. Si vous êtes AC, ça passe. Vous pouvez donc vous mettre en couple avec quelqu'un qui a un trait AC. Vous pouvez avoir des enfants CC, par exemple. Mais par contre, lorsque vous êtes AS, ou vous mettez en couple avec un partenaire AS, vous pouvez avoir un enfant SS. Donc, ce qui n'est pas du tout bon, c'est d'avoir un trait de drépanocytaire S et que votre partenaire aussi ait un S. C'est pas bon, c'est pas conseillé. Pas bon. Mais voilà, il faut avoir quelqu'un qui vous explique cela beaucoup plus longtemps. Gadiel, Irène voulait savoir si la mairie ne peut pas exiger l'analyse électrophorèse, comme vous l'appelez, dans les dossiers de mariage. Pourquoi pas? Je pense que cela peut se faire, mais actuellement, au niveau de certaines églises, avant de passer au mariage, on vous donne le conseil de passer par cette analyse-là. Donc, à la base, il y a certaines structures qui le font. Bon, c'est un appel qui est lancé, comme on l'a dit, on peut faire le plaidoyer. Merci. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour l'ami. Et c'est concernant les histoires de la famille à Djagli. Oui. Je pense que c'est le fils qui se trouve présentement dans un ranch en Afrique du Sud. Oui, d'après les confrères. D'après les confrères, bien sûr. Mais le père est à Lomé, ou du moins au Togo. Je pense que oui. Bon, jusque-là, on nous a informé d'un certain détournement. Pourquoi le papa n'est pas interpellé? J'aimerais savoir, au niveau de vous, les journalistes, vous ne pouvez pas aller voir la HAC et ensemble, vous irez porter une plainte au niveau du procureur. Comme lui-même, il ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger. Merci l'ami. Je ne sais pas. Le côté social. Oui. Le côté social. Chez nous, à Agoué, je ne sais pas quand est-ce que l'État va mettre le confinement et le couvre-feu. Parce que Covid-19 n'existe pas à Agoué. Oui. Autre que ça, vous parlez des finances. Entre-temps, vous parlez de l'entrepreneuriat. N'est-ce pas? Oui. Donnez-nous notre argent, nous-mêmes on va financer nos enfants, ils vont entreprendre. On n'attend pas l'État. Donnez notre argent, on va financer nos enfants, ils vont entreprendre. Si l'État contribue après, ils vont ajouter. Merci. C'est vrai que quelque part, tout porte à croire que Agoué n'est pas ici au Togo. Agoué ne serait pas concerné par la Covid-19. Fabrice habite vers là, il nous dira. Nous prenons en même temps le dernier auditeur aujourd'hui. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ici. Oui, ici. J'appelle encore une fois aujourd'hui. Allez-y. Voilà. Je vois que le Togo est gouverné comme une épicerie, puisque le même régime est là depuis 63. Chad, est parti. Ok, on prend le dernier. Il y a beaucoup de questions intéressantes auxquelles nous allons répondre. Allô, bonjour l'ami. Allô, bonjour. Oui. C'est Monsieur Kolani. Ah, les manets. La fille Chamba. Oui, allez-y. Je salue tout le monde sur le plateau. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour ces détournements? Le pouvoir se mérite. Du moment où vous parlez de la jeunesse, nos enfants, qu'est-ce que le monde? Quand vous leur montrez comment il faut tricher dans les urnes, vous voulez la souveraineté d'un peuple, c'est comme ça la gouvernance doit se présenter. Ce que nous avons semé, nous allons le récolter tous. C'est pourquoi le pouvoir doit se mériter. Qu'est-ce que vous voulez que le chef de l'État fasse? C'est tout le problème. Donc il n'y a pas à débattre. Il faut que chacun reconnaisse sa mentalité et pour qu'on se dise c'est une vérité.
et pour qu'on puisse avancer. Sinon, nos enfants, les étudiants, dans les journées constants, quand on fait des élections, on les appelle, on les donne de l'argent, comment il faut tricher, comment il faut voler, et qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce qui suit votre chaîne. Merci. Merci Kolani. Alors Joël, ce que Kolani disait, ça rejoint ce que nous avons débattu, notamment vous et Michel Kodom, quand vous parlez des valeurs que nous serions en train de perdre ici au Togo. Oui, des valeurs que nous sommes en train de perdre, des valeurs qui ont carrément disparu. Je crois que Feu Demkodio disait que les valeurs ont commencé par péricliter avec au lendemain de la conférence nationale souveraine, et pire encore après 98, quand Yadema s'est obstiné à ne plus construire un pays mais à conserver rien que son fauteuil, et ces valeurs sont carrément à terre aujourd'hui. Donc je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a urgence de recréer un nouveau citoyen togolais. Il nous faut recréer carrément un nouveau citoyen togolais, et parce que le citoyen est mort jusque sur les bancs. Jusque sur les bancs. Les bancs d'école. Sur les bancs d'école, depuis le CP1. Depuis le CP1. Parce que le goût du raccourci, le goût de la délation, le goût de la parvenance, sont érigés aujourd'hui en valeur. Vous faites le tour même de l'administration, mais figurez-vous que vous allez dans l'administration, les gens ne sont pas capables d'écrire le nom Joël. Joël, comme Noël, l'un des noms les plus faciles. Eh bien, dites plutôt Corsi. Dites Corsi, comme ça, ils vont écrire. Non, je dis, ça dit que c'est un nom. C'est un nom. Facile pour toi. Je n'ai pas dit un nom de 4 noms. Un nom de 4 lettres. C'est un nom de 4. Dans l'administration, on n'est pas capable d'écrire aisément le nom Joël. Mais quand vous-même vous êtes à ce poste, dites-vous que non, le pays m'a mal construit. Et donc, appliquez-vous. Retour aux valeurs. Non, retour sérieux aux valeurs. Un autre à tous les niveaux. se demandait si nous, la presse, on allait voir la HAC pour aller saisir le procureur de la République et intenter un procès contre les Adjakli. Non, mais je pense quand même que la presse déjà fait son travail, qui est de dénoncer ces malversations-là. Et donc, pas forcément, la presse n'a pas mandat ou bien d'aller voir porter plainte à la justice. Notre travail, c'est informer. Il revient aux autorités. C'est réguler les médias publics. Il revient aux autorités de saisir, de commanditer des audits, de demander les audits et de saisir la justice pour que la justice fasse la lumière, et surtout de punir. Parce que quand on ne punit pas, c'est-à-dire celui qui vole pense que il est dans la légalité, il continue de voler. Mais une fois qu'on commence par punir, je pense quand même que ça va dissuader les ardeurs des voleurs. Alors, quelqu'un voudrait savoir qu'est-ce qui fait que on ne porte jamais plainte, qu'on n'arrête jamais les supposés voleurs. Oui, qui les accuse? Mon confrère venait de le dire. Pour l'instant, c'est la presse qui a découvert le poteau rose et qui a dénoncé. Alors, c'est pas une accusation, c'est une information qui a été donnée, une malversation qui a été dénoncée, ça s'arrête là. Mais maintenant, celui qui doit accuser, il faut qu'on accuse les gens et qu'on les traîne devant la justice. Mais là où le bas blesse, c'est que les accusés aussi ne disent rien. Parce qu'à un moment donné aussi, si on vous accuse d'une manière c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas ces accusations-là, vous aussi, vous pouvez porter plainte pour dire il faut qu'on me blanchisse. Mais même donc, il y a certains accusés qui disent que on répond aux imbéciles par le silence. Non, justement, c'est ça, c'est là où c'est grave. Parce que quand vous ne dites rien aussi, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien dit. Et ils ont l'impression qu'on ne leur fera rien. Parce qu'il y a des précédents où il y a des gens, c'est pour cela que je n'étais pas d'accord avec mon confrère, quand ils pensent que démettre quelqu'un de son poste, c'est une sanction. Moi, si je suis dans la fonction publique, je gagne 200 000 par mois, je connais mon salaire à la fin de ma carrière. Alors donc, si je prends 2 milliards et le lendemain on me démet de mon poste et ça s'arrête là, je crois que ça peut être un exemple pour... un mauvais exemple. Oui, un mauvais exemple pour l'avenir. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici, qu'il faut à un moment donné donner de bons exemples aux enfants. Et effectivement, c'est ça. Parce que et une certaine volonté politique. S'il faut attendre le gouvernement, après on dit que quelqu'un est sorti du gouvernement, peut-être même que ce n'est même pas pour des raisons de malversation qui est sorti, parce que rien ne prouve que ceux qui sont là et qui ne partent pas ont les mains propres. Et donc pour moi, démettre, c'est rien, quoi. Merci Michel Kodom. La société civile, ici ou ailleurs, c'est également pour mission veiller à ce que les choses
se fasse bien et éveiller les conséquences à toutes ces allégations. Ici, on connaît des ONG qui sont promptes à dénoncer, mais qu'une ONG saisisse formellement la République ou la justice, on n'en voit pas toujours. Oui, le problème, c'est qu'il y a une faiblesse au niveau des ONG qui ne sont pas souvent spécialisées. Donc, lorsque vous n'êtes pas spécialisé, vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Vous allez voir qu'au niveau du Togo, il n'y a pas des ONG spécialisées dans le domaine de la santé. Par exemple, on peut positionner M-Afrique, on peut tenir, mais dans le domaine économique, il y a très peu d'ONG qui peuvent exceller et tenir la route, faire des plaidoyers. C'est ça le vrai problème. Et justement, au niveau de la coalition, nous avons essayé de mettre en place 4 coalitions. Il y a une coalition économique dirigée par quelqu'un. Je pense que s'il est à l'écoute, il peut effectivement... On peut le connaître aussi. C'est monsieur Agbové de IJD. Pascal Agbové. Voilà, Pascal Agbové. Donc c'est lui qui préside la commission économique au niveau de la coalition dans le cadre de la réponse contre la Covid-19, parce que justement la BCEAO a dicté des mesures qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Par exemple, la facilité aux opérateurs économiques d'avoir des prêts. Lorsque vous allez à la banque aujourd'hui, dans les banques, on ne fait plus de prêts. Et pourtant, on a dit de continuer par faciliter l'accès au crédit et aux finances à la population. Donc voilà, nous sommes en train d'étudier tous ces aspects, mais il faut que ce soit des personnes qui s'y connaissent, qui maîtrisent le sujet pour que cela puisse aboutir. C'est ça la vraie faiblesse de la société civile au Togo, qui n'est pas souvent spécialisée. Merci, on va devoir s'arrêter là, faute de temps. Juste faire notre traditionnel tour de table pour recueillir vos cartons. Je rappelle que les cartons sont attribués à des personnes ou sur des sujets qui n'ont pas été débattus. Et pendant ce temps, Michel Kodom prépare sa conclusion. Gadiel? Bon, c'est un carton vert, on peut le dire, par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir sur la route de Kpalimé. On a beaucoup crié pour la rénovation de cette route. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a la certitude que le travail va commencer réellement et que cette route sera bien faite pour l'économie et pour la vie sociale. Merci. Et pendant ce temps encore, le plaidoyer des populations de Ségbé, de Sagbado, de Logoté, qui plaident vraiment pour que que le chantier prenne en compte également la route de Ségbé, et comme ça nos engins vont arrêter de souffrir un peu. Joachim Loko, votre carton? Non, moi je n'ai pas de carton, juste saluer un ami, le député Issa Touré Saladine, à qui je dis bonjour. Bonjour madame, c'est monsieur ou madame le député? Monsieur le député. Ah, vous saluez un député? Monsieur le député. Ok, vous nous direz après ce pourquoi vous le saluez. Joël Kwasi-Vignon Ega, avec l'espoir qu'on saura dorénavant bien écrit le prénom Joël dans la fonction publique. Joël, votre carton? Non, dans le même cheminement et dans cet attachement que nous tenons à l'exemplarité, je donne carton jaune au gouvernement. Au plus haut sommet, et il faut qu'on dise clairement, il faut qu'on communique. Nous avions fait des analyses, nous avons déduit dans notre article la semaine dernière pour savoir est-ce que nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire. Mais je crois que c'est de l'obligation du gouvernement de communiquer, de dire ok, le décret qui a été signé, qui date du 16 mars est... Non, le décret daté du 8 avril qui fait commencer l'état d'urgence le 16 mars. Et les 3 mois sont supposés finir depuis le 16 juin. Depuis le 16 juin. Implicitement, ça veut dire que même le gouvernement Classou devait démissionner, puisqu'on nous avait dit qu'il devait attendre jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire pour démissionner. Implicitement, il devait démissionner. Donc, mais jusque-là, rien n'est dit. Maintenant, quand on nous dise, ok, si on est entièrement sous la loi de l'habilitation du 30 mars 2020, où est-ce qu'on en est? Il faut quand même, il faut qu'on donne le bon exemple, qu'on respecte un peu les citoyens, qu'on donne le bon exemple. Fabrice Petiesi. Moi, je donne un carton vert au personnel du CHR Lomé Commune, un carton assorti d'une doléance. Il y a trop de gens de l'intérieur, il y a trop de gens, des patients de l'intérieur, qui appellent des personnes externes pour qu'on plaide pour qu'on s'occupe d'elles, ces personnes.
Cela suppose, j'estime et je reconnais que le nombre commence par s'agrandir, qu'apparemment il y en a qui arrivent là-bas mais qui n'ont pas toujours la chance d'avoir les médecins à leur côté, qui sont obligés d'appeler pour demander si on peut rien faire pour eux. Carton vert pour tous les efforts, mais il faudra vraiment s'organiser, ne serait-ce que faire un tour. Merci. Michel Kodom, votre mot pour clore cette émission? Mon mot, c'est d'abord vous remercier, ça c'est pour l'opportunité que vous nous donnez au niveau de la coalition de partager ce que nous avons fait pour le gouvernement, pour la population, et surtout remercier aussi mes collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement, tous les présidents de ces fédérations d'ONG et tous les acteurs, et demander aussi à la population de ne pas baisser la garde par rapport au respect des mesures barrières, parce que il y a une étude qui a été faite par les médecins togolais qui sont dans 16 pays, c'est pas une étude étrangère, c'est des Togolais qui vivent au Canada, en France, qui ont fait une étude qui projette une situation un peu difficile. Courant mois de novembre, décembre, janvier 2021, on a de fortes chances d'avoir vraiment des flambées si nous continuons pas à nous comporter comme si le virus n'était pas sur le territoire. Merci beaucoup et carton de cœur à une jeune dame, une belle, charmante dame qui est venue spécialement pour regarder le studio du Club La Presse. Heureusement, malheureusement, nous sommes tous mariés dans ce studio, mais on peut toujours s'arranger. Rendez-vous demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.